C'est ici que, d'après Audrey, Rémi aurait surgi masqué et armé. Il était seul. Et dès qu'il est rentré, il lui a tiré dans le dos. S'il a eu le temps de se retourner, il a compris que c'est ce qui se passait. Hein. C'est sûr qu'il a dû le faire souffrir. Hein. Il a dû vouloir se venger à tout prix. Nous sommes sur l'étang de Thau, à côté de Sète, dans l'Hérault. C'est ici que Marc Isoard vient tous les jours travailler sur ses parcs à huîtres et trouver un peu d'apaisement. Car malgré ce cadre idyllique, Marc ne se remet pas de l'assassinat de son frère Patrick, il y a 3 ans. J'aurais jamais cru que lui, il parte comme ça, quoi. C'était... Jamais. Hein. Jamais j'aurais pensé à... D'ailleurs, je vous dis, quand il a disparu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Depuis le drame, l'ostréiculteur entretient la mémoire de Patrick, mort brutalement à 49 ans. Au Mas, où il travaille avec sa fille Nelly, qui aimait beaucoup son oncle, les souvenirs sont partout. Ça c'est lui et moi. Il avait 8 ans, j'en avais 13 ans. Ça, c'est mon frère, hein, avec mes filles et sa fille. Hein, et là, ça se passe le 15 juin et il est mort le 23, le pauvre. C'est la dernière photo de votre frère qui existe. Voilà. Ouais. 8 jours avant, le 15 juin. Ben, c'est dur quand on remet beaucoup de choses comme ça. Après, bon, d'en parler, on en parle. Après, bon, voilà, c'est pas des discussions qui sont... Mais c'est dur de tout remuer. C'était le 17 juillet 2014. Le corps de Patrick Isoard, chauffeur-livreur pour l'hôpital de Sète, est découvert dans une grotte, en pleine ville. Il a été retrouvé ligoté, abattu de 2 balles de fusil de chasse et en partie calciné dans une galerie souterraine du Mont-Saint-Clair. Le crime ressemble à un règlement de compte, mais va prendre une toute autre tournure quand 2 ans plus tard, un homme et une femme sont arrêtés. Un coiffeur sétois, soupçonné d'avoir agi par jalousie amoureuse. Et une jeune femme, qui aurait servi d'appât. Pour certains, le coiffeur n'en serait pas à son coup d'essai. Il crie son innocence. Que s'est-il réellement passé dans le huis clos de cette grotte? Retour sur une affaire où se mêlent vengeance et machiavélisme, et dans laquelle 3 familles se déchirent pour faire entendre leur vérité. Le 23 juin 2014, vers 16h15, Patrick Isoard quitte son travail comme tous les jours après son service à l'hôpital. Avant de partir, il a confié à ses collègues qu'il a un rendez-vous galant avec une jeune femme. Il ne donnera plus jamais signe de vie. Dès le lendemain matin, son frère Marc se lance à sa recherche et découvre son scooter, garé à côté du cimetière, à quelques centaines de mètres de l'hôpital. Voilà, là en face, là au panneau. Et à l'intérieur, on découvre son casque, le blouson, son paquet de cigarettes, le téléphone. Pourquoi partir en laissant ses affaires? Dans la petite ville, c'est l'incompréhension. Divorcé et père d'une petite fille, Patrick Isoard n'avait aucune raison de disparaître et pas d'ennemis connus. Comme nous confirme Delphine, sa meilleure amie, qui travaillait avec lui à l'hôpital. Patrick était connu dans le centre, à la Pointe-Courte. Il était aimé, il aimait jouer aux cartes, il aimait jouer à la pétanque, il aimait faire les apéros, c'était un bon vivant. À Sète, personne ne croit à une disparition volontaire de Patrick. En cherchant dans son téléphone, son frère découvre un numéro mystérieux et décide de l'appeler. C'est une femme. J'ai dit, c'est toi qui as eu rendez-vous avec mon frère? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Elle m'a dit, oh, on est resté devant le cimetière, on a parlé, puis on est parti chacun d'un côté. J'ai dit, vous êtes disputés, quoi? Non, on ne s'est pas disputé, on est parti chacun d'un côté. La jeune femme avec qui Patrick avait rendez-vous avant sa disparition s'appelle Audrey. Elle a 20 ans de moins que lui.
C'est une ancienne conquête. Patrick et elle avaient eu une courte aventure 6 ans plus tôt. Après des années de silence, Audrey venait tout juste de reprendre contact avec lui. Flatté, Patrick en avait même parlé à son ami Philippe lors d'une partie de cartes. Il me dit, j'ai reçu un coup de téléphone, j'aimerais que tu l'entendes. Il m'a fait écouter, c'est une femme, une voix très mielleuse, très douce, qui lui disait qu'elle aimerait bien le revoir. Pour boire un café, pour discuter. Il m'a dit, tu en penses quoi? Je lui ai dit, tu sais la vérité, je pense qu'elle ne veut pas que le café. Ouais, c'est où tu vas rire, il m'a dit, c'est ce que je pensais. Il m'a dit, Jérémy, je voulais que tu me le confirmes. Il m'a dit, c'est bizarre, il me dit, ça fait des années que je ne la voyais plus. Et du jour au lendemain, elle m'appelle et elle me pose un rendez-vous comme ça, je comprends. Sans nouvelles depuis 48 heures, Marc Isoard déclare la disparition de son frère au commissariat. Une enquête est ouverte. Audrey est entendue et va donner plus de précisions sur sa rencontre avec son ex-amant. Nostalgique, elle a proposé à Patrick de le revoir, lui fixant rendez-vous à côté du cimetière. C'est un de ses amis proches, Rémi, coiffeur à domicile, qui l'aurait déposé en voiture en allant travailler. Elle aurait passé 20 minutes à discuter de tout et de rien avec Patrick à côté du scooter, puis elle serait rentrée chez elle. Audrey et Rémi sont les derniers à avoir vu Patrick. Ils sont placés en garde à vue. Face aux policiers, ils sont catégoriques. Ils n'ont rien à voir dans sa disparition. Après 48 heures d'interrogatoire, ils ressortent libres. 10 jours plus tard, le corps de Patrick Isoard est découvert par les policiers au fond de cette grotte, en pleine ville, à quelques centaines de mètres du lieu de son rendez-vous avec Audrey. Alors là, c'est l'horreur. On pense que voilà, on est passé à côté de la grotte peut-être 300, 400, 500 fois et qu'il était là et qu'on ne savait pas. En apprenant les circonstances atroces du crime, ses amis sont sous le choc. Ça a acharné sur lui. On a essayé de le faire parler, on l'a ligoté, on a tiré une balle dans l'épaule, puis on s'est acharné. Et puis faire brûler le corps, c'est terrible. Hein. Rapidement, l'enquête s'oriente vers un mobile passionnel. Les policiers découvrent qu'en 2009, 5 ans avant le drame, Patrick avait eu une liaison avec une certaine Nadège, l'épouse de Rémi le coiffeur. Une liaison qui avait fini tragiquement. Car la jeune femme de 38 ans s'était pendue après avoir avoué son aventure extra-conjugale à son époux. À l'époque, le mari de Nadège avait été entendu par les policiers. Voici ce qui est écrit dans le rapport. À l'époque, Rémi avait déclaré aux policiers que sa femme, la veille de son suicide, lui avait avoué qu'au cours d'une soirée arrosée entre collègues, elle l'avait trompé avec Patrick Isoard. Alors, 5 ans plus tard, le coiffeur se serait-il vengé de l'amant de sa femme? À l'autre bout de la France, en Normandie, sur la côte de Nacre, le père de Nadège, René Chicard, et son épouse Colette sont persuadés que Rémi, leur ancien gendre, est un meurtrier. Je te souhaite une joyeuse fête des pères, en espérant que vous allez bien. Pour nous, tout va bien. Je vous embrasse, Nadège. Cette carte, c'est la dernière qu'il a reçue de sa fille, 15 jours avant sa mort. Les retraités sont persuadés que Nadège ne s'est pas suicidée, mais que c'est Rémi, son mari, qui l'a tuée et a maquillé sa mort en suicide. Un des éléments qui les a le plus troublés, c'est le mot d'adieu que Nadège a écrit à son époux avant de mourir. Ce mot, le voici. C'était pas une lettre de suicide, mais à l'époque, elle allait se suicider, déjà une. Elle raconte seulement la soirée qu'elle avait vécue et avec Patrick Isoard, ce qui s'était passé, la relation sexuelle et tout, mais elle employait des mots, mais alors ça venait pas de Nadège. Elle parlait pas du tout de sa fille, rien, mais non, c'est ça. Elle aimait trop sa fille et elle aurait écrit si elle s'était suicidée d'elle-même, voilà. Elle l'a écrit sous la contrainte? Sur la contrainte, oui, avant de ce qui s'est passé, oui. Autre chose choque René Chicard. Rémi n'a prévenu aucun membre de la famille du décès de Nadège et l'a fait incinérer 5 jours plus tard.
comme pour effacer des traces compromettantes selon lui. Pour ma fille, c'est un crime absolument parfait. Pendant des années, René a tenté de faire ouvrir une enquête sur la mort de sa fille, en vain. Voilà toutes les lettres qu'on a fait au tribunal de grande instance au procureur, au mois d'août, au mois d'octobre, décembre, janvier. J'ai envoyé 60 lettres recommandées, j'ai tous les reçus. Bon, je pense que moi j'ai fait mon travail, personne n'a voulu m'écouter. Donc si on m'aurait écouté, c'est sûr et certain que M. Isoire ne serait pas mort. À 7, les proches de Patrick Isoire sont persuadés de l'implication de Rémi le coiffeur et de son amie Audrey dans l'assassinat. Marc Isoire multiplie les appels à témoins dans la région et dans les médias. Et l'un d'entre eux va relancer l'enquête, 2 ans après les faits. Une amie d'Audrey raconte aux policiers qu'elle lui a confié avoir été manipulée par Rémi pour entraîner Patrick dans la grotte. Elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous avec Patrick. Pour qu'il accepte d'aller dans la grotte, elle lui a proposé de lui faire une gâterie. Il a accepté et en arrivant, 2 mecs l'attendaient. Un autre élément intrigue les policiers. Dans les relevés téléphoniques de Audrey, ils découvrent qu'à chaque fois qu'elle appelle Patrick Isoire, quelques minutes après, elle téléphone à Rémi le coiffeur, comme pour lui rendre compte de ses conversations avec la future victime. 2 ans après le drame, Audrey et Rémi sont interpellés et mis en examen pour assassinat. Ils nient toute implication, mais 6 mois plus tard, la jeune femme fait des aveux. À la demande du coiffeur, elle aurait entraîné Patrick dans un guet-apens, prétextant un rendez-vous galant. Le 23 juin 2014, Rémi l'aurait donc déposé au lieu du rendez-vous. Elle aurait ensuite proposé à Patrick de marcher jusqu'à la grotte. Ils sont arrivés comme ça, là. Ils sont descendus et ils sont rentrés directement dans la grotte. C'est ici que, d'après Audrey, Rémi aurait surgi masqué et armé. Il était seul. Elle ne parle plus d'un deuxième homme cette fois-ci. Le coiffeur lui aurait ordonné de partir. Elle n'aurait donc rien vu de la suite de l'agression. Lui, il attendait, moi je pense qu'il attendait avec le fusil, quoi. Et dès qu'il est rentré, il lui a tiré dans le dos. S'il a eu le temps de se retourner, il a compris que c'est ce qui se passait. Hein. C'est sûr qu'il a dû le faire souffrir. Hein. Il a dû vouloir se venger à tout prix. Depuis 1 an qu'il est incarcéré, Rémi se dit innocent. Il affirme qu'Audrey ment et qu'elle s'est servie de lui pour lui faire porter le chapeau. À 7, dans l'entourage du coiffeur, on est persuadé de son innocence. Sa mère, sa compagne et sa fille ont monté un comité de soutien. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine à se réunir. Pour eux, le coiffeur est incapable d'un tel machiavélisme. Rémi, à 8-10 ans, il n'est jamais revenu de l'école en nous disant « Un tel m'a fait telle chose, je vais me venger ». Jamais. Je ne vois pas pourquoi il aurait été faire une abominable chose pareille. Parce que c'est vraiment un meurtre. Hein. Et pourquoi se venger envers voilà. M. Patrick Isoire alors qu'il a rien contre lui, quoi. Pour Laurine, sa fille unique, la situation est particulièrement difficile. Après avoir perdu sa mère à 11 ans, son père est accusé du pire. On soupçonne mon père du meurtre de Patrick Isoire et ensuite de ma mère, alors qu'il a complètement rien à voir. Il avait refait sa vie, je m'entendais très bien avec ma belle-mère Céline, on s'entendait tous très bien, il n'y avait rien à voir, il ne peut pas avoir fait ça, quoi. Je me dis que là, cette année, je vais faire mes 20 ans et dans quelques mois, il risque de ne pas être là, quoi. Voilà. Il y a 1 mois, Audrey et Rémi se sont retrouvés pour la première fois face à face dans le bureau du juge à Montpellier. Au fil du temps, Audrey a régulièrement fait évoluer son témoignage. Pour les avocats du coiffeur, c'est la preuve qu'elle a tout inventé. Elle affirme des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas crédibles. D'un point de vue balistique, c'est aberrant ce qu'elle dit. Puis elle ne voit pas de fusil, puis elle voit un fusil, elle n'entend pas de coup de feu. Elle parle de 2 complices, elle parle d'un noir, d'un blanc. C'est un cafouillis complet. Il est venu avec un masque de Scream pour se cacher. On est dans un film. C'est le film d'Audrey Louvet. Il n'y a absolument rien de crédible dans tout cela.
Pour l'avocat de la jeune femme, en revanche, sa cliente a été utilisée à son insu. C'est une fille simple, qui n'est pas du tout, évidemment, tortueuse, compliquée, ni d'un niveau intellectuel exceptionnel. C'est le contraire de quelqu'un qui manipulerait, qui imaginerait des scénarios invraisemblables. Et Audrey a été le jouet, tout simplement, voilà, a été l'appât qui a permis de conduire ce malheureux à sa destination finale. L'instruction est toujours en cours. À ce jour, l'assassinat de Patrick Isoard conserve toujours une part de mystère.